nos chaînes. Hein. Merci à vous qui nous regardez hein, sur Espace TV tous les soirs. Vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, voilà, quelques problèmes techniques ce matin, raison pour laquelle vous n'avez pas accès à l'émission. C'est peut-être, il faut le dire, une coutume chez l'homme de faire tâche à chaque sortie internationale. Cette fois-ci, dans Jeune Afrique, dans une télé-interview, le président Condé, comme il s'allait s'y attendre, évidemment, n'a pas manqué de tenser l'opposition guinéenne et le FNDC, et qu'il taxe de nourrir une mentalité de putschiste et dénonce donc une démarche insurrectionnelle de prise de pouvoir par la force entre le scrutin du 22 mars qu'il défend bec et ongle et ses regrets évidemment face donc à l'attitude de la communauté internationale. Le chef de l'État veut compter sur l'histoire pour juger de sa démarche. Quelle réaction de la classe politique évidemment guinéenne à cette sortie du président Condé? Le président Sidya Touré, président de l'UFR, membre du FNDC, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Avant de joindre évidemment le président Sidya qui va intervenir sur notre antenne. Tu as suivi cette sortie du président Condé? Oui, j'ai suivi la sortie dans Jeune Afrique. Ouais. Il a abordé un certain nombre de questions, des questions liées à la pandémie donc du Covid-19, des questions également liées à l'élection au double scrutin dernier, les questions aussi liées à la gestion de la crise qui est née avant et après ce double scrutin. Je pense que sur la partie de la Constitution, il a expliqué comme d'habitude que c'était donc une volonté souveraine du peuple que d'être consulté sur des questions qui engagent son destin, grosso modo. Donc le référendum, c'était donc l'approche la plus démocratique quand on voulait savoir l'orientation à donner au pays. Il fallait donc consulter le peuple. Ben, les opposants, comme à ses habitudes, il les a taxés d'avoir un esprit putschiste. Il a d'ailleurs évoqué le fait que certains de ses opposants, certains des leaders du FNDC avaient planifié des grands guerres avec des insurrections par-ci par-là, des incendies, des violences, et que de justesse, un cas de l'incendie d'un camion citerne a été évité à Conakry parce qu'on voulait un soulèvement. Donc, il a expliqué un certain nombre de mécanismes pour prouver que face à lui, il n'y a pas de démocrate. Face à lui, il y a des putschistes, il y a des gens qui ont l'esprit putschiste, qui ne veulent pas du tout du dialogue. Il s'est dit cependant disposé à dialoguer avec son opposition, mais que ce soit un dialogue ouvert, qu'il est prêt à parler de tout et surtout de la gestion antérieure de ses opposants qui sont pour la plupart des premiers ministres. Il a cité son opposant favori, c'est-à-dire c'est le Dalen Diallo. Il dit que ce monsieur a été a géré bon, il a été premier ministre. J'ai l'impression en fait qu'il est éternel opposant à lui-même en fait. Donc il a cité ces loups, ce sont toujours c'est la même rengaine en fait. Voilà, le bâtiment occupé, ben surtout le soutien au référendum sous l'ère Conté. Alors comment expliquer que tout cela change du jour au lendemain? Donc il y a des choses à dire normalement. Donc et sur la question peut-être opposé à lui-même aussi. Peut-être. Sur la question de Mamadou Youssoufou, il n'a pas voulu s'attarder. Il dit que l'histoire jugera parce que Mamadou Youssoufou, contrairement à lui, le président du Niger, ils ont tous appartenu à la même association du côté de la France. Mais appartenir à la France ne signifie pas qu'on peut développer tout de suite des ambitions à s'accrocher au pouvoir, ou bien ça ne signifie pas que vous avez un pacte scellé et qui vous oblige donc à soutenir votre homologue, même si ce dernier pose des actes qui ne vont pas dans l'intérêt de son peuple. Mamadou Youssoufou donc a pris une autre direction qui est différente de celle du président Alpha Condé, même s'ils se connaissent. Il a dit que pour Mamadou Youssoufou, il faut que l'histoire en jugera. Donc, en quelque sorte, c'est la teneur de l'interview qu'il accordait à Jeune Afrique en mentionnant que notre pays était beaucoup plus résilient face à la Covid parce que nous avions connu Ebola, et donc que ça ne l'étonne pas du tout que la Banque mondiale ou le FMI ait placé la Guinée parmi les pays qui se relèveraient un peu plus vite après cette pandémie. Il a signifié que il y a eu des progrès dans le domaine des mines, des progrès au niveau des infrastructures, que personne ne peut nier le fait que la Guinée donc a changé en 10 ans, que des actes ont été bien entendu posés. Sur la question de la présidentielle, il dira que pour l'heure, ce n'est pas du tout sa priorité et que sa priorité se trouve ailleurs. D'ailleurs, sur sa candidature, il va tenir des propos qui me font penser aux propos qu'il a tenus avant l'organisation du référendum. C'est-à-dire qu'il vous envoie un peu balader
il n'est pas précis, il n'est pas concis, parce qu'il vous laisse penser, deviner. Il dit que c'est le RPG Arc-en-Ciel, le rassemblement du peuple de Guinée d'abord. Il dit ensuite élargi au RPG Arc-en-Ciel qui comporte des anciens opposants. Il a cité le ministre Moukta Diallo et je pense l'Abakasila. Il dit que donc c'est ce grand parti qui va décider du candidat qui le présentera à la prochaine présidentielle. Moi, ça veut, à mon avis, la déduction que j'en fais, c'est que ça signifie absolument tout. Absolument. Ça veut absolument tout dire. Ça veut dire que Monsieur le Président, il souhaite avoir une deuxième épouse. Ouais. Voilà. Allez, en direct et en exclusivité ce matin chez les GG, le président Sidya Touré. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour les GG. Bienvenue sur Radio Espace. Le FNDC s'est inscrit dans une démarche insurrectionnelle de prise du pouvoir par la force. Ce sont les mots du président Alpha Condé dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Monsieur le Président, est-ce que le président Alpha Condé a totalement tort en tenant un tel propos? Écoutez, d'abord, merci pour la question, mais je voudrais vous rappeler que ce n'était pas une interview, c'était un public reportage. Parce qu'il n'y a aucune des questions qui peuvent fâcher n'a été posée lors de cette interview-là. Normalement, 10 ans après, quel bilan faites-vous de votre action en Guinée pendant 10 ans? Quelles sont les propositions que vous avez à faire pour que les Guinéens veuillent bien voter pour vous pour un troisième mandat? Qu'en est-il de l'électricité, de l'eau, des infrastructures, tout ce qui concourt au bien-être des Guinéens? Les forces de défense et de sécurité, vous en faites quelque chose d'extraordinaire. Mais on a tué 8 personnes à Koya pour 200 personnes qui étaient sorties pour protester contre un barrage. Voilà les réalités de la Guinée, mais qui ne figurent pas dans cette interview-là. Alors, les trucs dans le style, oui, ce sont des pushistes. On peut dire ces choses-là aux jeunes gens qui se viennent on a posé les questions qui fâchent, Monsieur le Président. Les questions qui fâchent, c'est à l'évidence la question de la Constitution, de sa volonté de se maintenir ou pas au pouvoir. C'est le scrutin du 22 mars. Ces questions ont été posées. Le retrait de la communauté internationale, donc de son soutien au professeur Alpha Condé. Tout cela a été posé. Sa réponse, on va bien sûr revenir à cela. Est-ce que le président de la République a totalement tort de dire que vous étiez dans une démarche insurrectionnelle de prise de pouvoir par la force? Monsieur le... Vous pensez que parce que les gens ont manifesté vont prendre le pouvoir? Nous étions dans une manifestation contre le référendum. C'est pas la première fois qu'on le fait ici. Alpha et nous-mêmes, nous avons fait ça plusieurs fois. Oui, mais Monsieur le Président, sans oublier que certains membres du FNDC étaient passés dans les médias et ils avaient dit leur volonté de chasser le président de la République au palais. C'était des discours qui étaient entendus ici. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Maintenant, les opinions des uns et des autres. Oui, pas une manifestation de rue. Oui, mais ce ne sont pas des opinions. Oui, mais juste cette parenthèse, parce que le président de la République lui-même avait souligné cet aspect dans ce public reportage. Oui, ce que je vous dis, à aucun moment il a été question d'aller prendre le pouvoir. L'armée est là, les forces de défense sont là. C'est une manifestation contre ce qui était en train de se faire, à savoir un troisième mandat, alors que la Constitution de 2010 ne le permettait pas. Ouais. Allez-y, Moussa Moïse. D'accord, sur la question des élections, il s'est donc prononcé là-dessus, sur la volonté exprimée par le peuple de Guinée. Est-ce que sa réponse sur tout ce qui s'est passé, ce qui a été fait comme pression de la part de l'opposition pour empêcher la tenue de ce double scrutin, est-ce que ces réponses pour vous collent à la réalité? Non, nous n'avons fait, il n'y a aucun push à l'horizon. Nous avons demandé des choses très claires, à savoir qu'on ne pouvait pas aller aux élections avec un fichier où il y avait 8 700 000 Guinéens, alors que nous savons que notre fichier ne doit pas dépasser les 4 millions et demi, 5 millions. Et une fois que tout le monde a parlé de cela et qu'ils ont décidé d'enlever 2 400 000, nous avons voulu réintégrer le système. On dit non. Écoutez, moi, je ne sais pas quelle est la théorie qu'on peut soutenir pour dire que c'était inclusif. Tout le monde a reconnu que c'était des exclusions, des élections non inclusives. C'est ça le problème de fond. Alors, monsieur le Président, moi je veux quand même y revenir à cette affirmation plutôt grave du Président de la République. Nous étions là, nous avons suivi cela. On a clairement, mais
clairement entendu que désormais c'est le départ du professeur Alpha Condé que l'on va demander. Il y a même eu des appels à peine voilés de l'armée à prendre entre guillemets ses responsabilités. On a vu tout cela, Monsieur le Président. Écoutez, moi je suis désolé, hein, ce que vous dites là, ce ne ressort pas des réunions que moi j'ai tenues au niveau du FNDC. Que des jeunes gens s'expriment comme ça avec une volonté de braver tout, ben, d'accord, c'est une chose. Mais la réalité du fait pour nous, c'était une manifestation et nous continuons de manifester. C'est ça la réalité. Maintenant, on va faire de cela un push. Je dis, j'ai été un moment dans l'opposition, puisque je suis un peu plus âgé que mes amis, là, avec Alpha Condé. Ce qu'il me disait tous les jours, ce qu'il préparait, bon Dieu, laissez tomber. Nous ne sommes pas là, nous sommes très loin de ces questions-là. Nous manifestons à l'intérieur de notre territoire, nous n'immerons personne d'autre et nous faisons en sorte que notre droit soit respecté. N'oubliez pas quand même que la Constitution de 2010 empêche le troisième mandat. C'est ça la réalité de la Guinée. Ouais. Allez-y, mon cher Moïse. Alors, le président Alpha Condé également, toujours au niveau de l'aspect politique, il a parlé lors de la tenue des élections, il a parlé de ces observateurs internationaux, surtout les observateurs qui devaient venir donc veiller sur le déroulement des élections. Il a semblé un peu minimiser le fait que... évasif. Voilà, il est resté évasif là-dessus. Pour lui, c'est à sa demande que ces observateurs sont venus, dans un esprit panafricaniste, dit-il. Il a donc demandé que ces observateurs, surtout africains, viennent pour se rendre compte que les élections se passeront dans des conditions transparentes. Qui n'a donc pas compris par quel mécanisme, pour quelles raisons ces observateurs ont été rappelés sans même qu'ils n'en soient informés hors du pays. Quelle analyse vous faites de ce point de la réponse? Mais qu'il est en décalage avec ce qui se passe autour de nous. L'Union africaine ainsi que la CEDEAO ont clairement signifié qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on ait des élections qui ne sont pas incluses. L'Union européenne a dit exactement la même chose. Les Nations unies, l'ambassade, le département d'État américain, la France et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas sa volonté. Quand on fait des élections, on demande à ce que les gens viennent observer comment votre démocratie est en train de progresser. Si vous faites quelque chose, comme l'a dit la dame de l'OIF, disons qui est contraire aux normes habituelles, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Donc ce qu'on a fait, c'est pas des élections parce que c'est reconnu par personne. Voilà. Non. Alors comment lisez-vous ce pan de son propos à l'endroit de Mahamadou Issoufou, qu'il a eu toujours le plaisir de nommer son petit frère. Il en était d'ailleurs par moment le conseiller politique. On lui pose la question de savoir ce qu'il en voulait à Mahamadou Issoufou pour les positions qu'il a prises dernièrement. La réponse du président de la République, comment la lisez-vous? L'histoire jugera. Oh ben, écoutez, ça veut dire que je ne peux pas répondre à la question. Je veux dire quelque chose qui vous renvoie au calendrier grec. La réalité, c'est quoi? Puisque je connais tout le monde là. Mahama considérait Alpha comme un modèle pendant l'opposition. Il pensait que c'était leur grand et que c'est quelqu'un qui a des idées extraordinaires pour l'Afrique. Et il s'est aperçu après qu'il avait affaire à quelqu'un qui voulait rester au pouvoir. Il a changé son langage pour l'adapter à la situation en tant que président de la CEDEAO, pour réaffirmer les principes fondateurs de ces organisations, à savoir la démocratie pour le développement. Si vous n'êtes pas dans ce chemin, même si vous êtes mon grand frère, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas la voie à suivre. Maintenant, bon, la réponse, ça, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il veut dire l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Oui, mais en même temps, est-ce que vous comprenez que Mahamadou Issoufou, sur plusieurs années, sur tout le long d'ailleurs de son premier mandat, il a maintenu son principal opposant en prison. Le leader du Modène F.A. Lumana a été maintenu en prison durant tout son premier mandat. Non. Ah bah oui. Non. Ah bah si, monsieur le Président, c'est seulement... Non, il a été en prison, attendez, il a été arrêté pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la politique. Oui, officiel. C'est un problème relatif, attendez, il y a un ministre d'État qui ont été arrêtés pour la même chose, l'histoire des bébés au Nigeria, bon, et en tout pour tout, comment ça s'appelle,
mon ami le président, il n'a pas fait 1 an et demi, 2 ans. Non, c'était pas du tout lié aux faits politiques. Oui, mais pas du tout. Monsieur le Président, c'est effectivement cette histoire jusqu'à la fin. On a entendu les avocats de ce leader clamer son innocence jusqu'à la fin. Au Niger, on a parlé de procès politique, vous le savez si bien. Est-ce que ce n'est pas ce qui conduit le président à réagir comme ça à Issoufou? Non, moi je ne vois pas de raison. Issoufou a déclaré qu'il ne restait pas au pouvoir. Vous savez, c'est une avancée extraordinaire en Afrique aujourd'hui. Quand un chef d'État dit cela, il ouvre l'horizon, si vous voulez, à la démocratie, au débat d'idées, à la société civile, au progrès, parce que les gens peuvent anticiper et savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Si vous voulez avoir, par exemple, des investisseurs chez vous, il faut leur donner une orientation claire qui leur permet de dire, bon, demain ce sera comme ça. À partir du moment où Issoufou a déclaré qu'il n'est plus candidat pour un 3e mandat au Niger, il a donné un éclairage absolu. Entre-temps, tout va se jouer à ceux qui sont là. Donc, vraiment, moi, j'estime que c'est un garçon qui a fait son travail, mais n'oubliez pas, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée, donc il connaît exactement le fonctionnement de l'État, et tout ça n'est pas uniquement politique. Il a fait des progrès économiques absolument visibles et perceptibles au Niger. D'accord. Monsieur Sidia Touré, il y a aussi la question, dans le même sillage que la question que Tamba vous a posée, il a été demandé au président de la République de se prononcer sur les possibilités que lui offrait la nouvelle constitution, les possibilités donc que cela lui offrait pour se présenter de nouveau comme candidat à la présidentielle. Il a donc répondu que pourquoi ce qui se fait ailleurs ne pourrait pas se faire en Guinée. Je vous lis juste un pan de sa réponse. Il dit pourquoi poser cette question quand il s'agit de la Guinée et ne pas la poser dans d'autres pays où les chefs d'État peuvent être réélus indéfiniment. Donc, quand il s'agit d'Alpha Condé, le traitement devrait être particulier. Donc, certains présidents seraient autorisés à modifier la Constitution, à se présenter 3, 4, 6 fois, pas celui de la Guinée. Cette forme de géométrie variable qui prétend se substituer à la volonté populaire n'est pas acceptable. Votre analyse? Honnêtement, je trouve que c'est une réponse vraiment qui passe à côté. Vous dites que vous devez aller à un 3e mandat, vous dites aux populations pourquoi vous voulez l'avoir. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour eux? Toute cette histoire est un problème de gouvernance pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Avez-vous quelque chose qui permette cela? Peut-être ailleurs, les gens ont expliqué que ceci était possible. Bon, en plus, chaque pays, ses réalités. Nous ne sommes pas pour un 3e mandat. Et nous représentons, je vous assure, plus de 70% des populations. Parce que quand on voit ce qui a été fait ici depuis 10 ans, on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait faire encore un 3e mandat alpha. Donc cette réponse n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Vous devrez dire pourquoi vous voulez y aller, non pas pourquoi moi on me refuse. Ce n'est pas une question personnelle. C'est une question, c'est quoi votre programme pour faire en sorte que la Guinée change? C'est pour cela que vous avez commencé le changement, vous avez fait des choses que vous devez identifier et qui permettent que vous allez en campagne pour ça peut-être. C'est-à-dire qu'on a donné aux autres, on ne m'a pas donné. Vous pensez que c'est une réponse politique, ça? Bien. Le président Sidia Touré, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. D'ailleurs, sur les avantages de cette constitution, puisque vous me tendez la perche, il dit que la constitution que nous venons d'adopter est une avancée historique. Il cite quelques avantages. Elle instaure la parité de genre, interdit la mutilation génitale, les mariages précoces, abolit la peine de mort, abaisse l'âge de l'éligibilité, protège l'environnement, consacre 15% des ressources minières aux collectivités territoriales. Il dit donc, voici quelques avantages de cette nouvelle constitution qu'il a citée. Moi, je pose une question. De quelle constitution il s'agit? La nouvelle. Nous en sommes aujourd'hui. Nous avons 3 textes de constitution. On se demande lequel va être appliqué. Ouais. Celle qui a été promulguée, Ouais, sauf que c'est falsifié, en fait. Tu comprends pas le sens, ce qu'il veut dire. Voilà. Allez, il parle aussi du report des élections par rapport au... Je n'ai pas fini avec cette question. Allez-y. On ne sait pas de quelle constitution il s'agit. On a modifié le texte de la constitution qui a été présenté le 22 mars et on en a fait un nouveau texte qui a été promulgué par Alpha. Alors, comment voulez-vous? Ce sont des choses extrêmement graves pour un pays. La Constitution, c'est la clé de voûte de toutes les institutions qui font que notre pays peut avancer. Oui, mais... On ne peut pas s'asseoir pour réécrire cela et puis dire que... De quelle Constitution? Oui, mais en même temps, Monsieur le Président, ça peut pas être grave pour vous, parce que cette Constitution, vous ne la reconnaissez pas. Pour vous, c'est rien du tout. Je suis en train de parler de droit.
Ce n'est pas une question me concernant. Oui, mais en termes de droit, on a entendu le FNDC. Je ne sais pas quelle constitution nous devons faire, puisque, attendez, moi je crois qu'il ne faut pas que vous preniez ça vraiment à la légère. La constitution est quelque chose qui est déterminant pour un pays. On ne peut pas la changer comme ça par la volonté des gens, réécrire et puis ensuite dire voilà le nouveau texte. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de constitution en Guinée parce que je dis les 3 textes sont différents. Alors, Monsieur le Président, on y reste toujours. C'est des questions de droit. Vous avez invoqué le droit pour dire que la nouvelle constitution n'est pas reconnaissable par le peuple de Guinée. Vous l'avez soutenu au sein du FNDC. Alors, comment est-ce que cette même constitution... Nous avons soutenu quoi? J'ai pas compris. Vous avez soutenu que c'était illégal d'aller vers une nouvelle constitution dans les conditions constitutionnelles de la Guinée. C'est ce que vous avez soutenu FNDC. Absolument, oui. Voilà. Oui. Alors, c'est ce qui légitime ma question. En quoi une constitution illégale, donc pour vous inexistante et inapplicable, peut poser problème si elle est modifiée? Non, n'en faites pas une question personnelle. Hein. Ce n'est pas cela. Ce que nous disons, c'est actuellement une partie des Guinéens autour de la gouvernance d'Alpha Condé sont en train de prendre des textes et d'en faire une constitution. Une fois qu'on l'a changé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, nous disons arrêtez un peu, arrêtez le massacre. Nous ne reconnaissons pas ce texte, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de chercher à l'appliquer. Quelle est la constitution qui vous gouverne aujourd'hui, celle de 2010? Ah non, le président dit qu'il n'y a pas de constitution. Ben, vous, laquelle gouverne actuellement ceux qui sont là-bas de l'autre côté? Chacun est obligé de choisir. Ils ont 3 textes différents. Oui, mais chacun a choisi sa constitution. À ce rythme, chacun doit choisir sa constitution. Vous choisissez laquelle? C'est dangereux. Ce que vous dites est très grave, honnêtement. Oui, mais... on est dans la réalité. Monsieur le Président, pour revenir à une autre question, c'est que dans le même interview, le Président de la République responsabilise le RPG et le RPG Arc-en-Ciel dans le choix du futur candidat de son part du RPG, même si c'était lui. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette démarche dans un congrès en plus? On se fout de nous là. Attendez là, il faut pas. Mais non, mais il dit non mais tous ces exercices là pour qu'on aille présenter quelqu'un d'autre comme candidat. Oui, mais et si ça se passe comme il le décrit dans un congrès au RPG élargi au RPG Arc-en-Ciel, est-ce que la démarche est acceptable? Il n'y a aucune démarche. Tout le monde qui est candidat là-bas. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu évidemment sur cette crise qui secoue le monde. Le président Sidya Touré, on lui a posé la question évidemment à savoir aussi par rapport au report des élections présidentielles. On sait bien que c'est en octobre et de ce fait, rien ne dépend de lui. La dernière fois, on a eu un autre politique ici qui était pour le report des élections présidentielles. Qu'en dites-vous, vous personnellement, du côté de l'UFR? Non, nous avons une position qui est la position du FNDC. Nous ne pensons pas que les élections doivent être reportées. Il y aura des élections en 2020, en octobre. Mais pour nous, c'est sans Alpha Condé. Bien. La vérité de Sidya Touré ce matin. Allez-y, Moussa. Il ne ferme pas complètement les portes à un dialogue. Est-ce que vous êtes disposé, dans quelles conditions, à dialoguer avec le président Alpha Condé? C'est remettre tout cela à zéro. C'est-à-dire, pas eu de constitution nouvelle, pas eu de, je ne sais quoi, élection législative. C'est de ça qu'il s'agit. Notre condition d'un dialogue, c'est la remise à plat de tout cela. Le nouveau Parlement commence déjà à poser des actes. Honorable Amadou Damaro Camara ne s'est pas fait prier. Il prend déjà des contacts avec des chancelleries. Est-ce que cela vous fait craindre quelque chose sur la scène politique, des modifications de textes et autres qui ne seraient pas peut-être à l'avantage de l'opposition guinéenne? Non, on sait ce qui se trame là-bas. En fait, on voudrait avoir l'opposition qu'on veut à ses pieds. On va désigner des gens, on va désigner comme étant des opposants et laisser ceux qui représentent la grande partie de la population et qui ne sont pas d'accord avec les projets d'Alpha. Donc, j'estime que oui, ils font des démarches, oui. La Guinée s'en va vers une situation totale de blocage dans la mesure où, quoi qu'on dise, le FNDC représente plus de 70% de sa population. Alors, selon vous, pourquoi chaque fois, lorsqu'on parle de ses opposants, le président Alpha Condé aime vous accabler sur vos différentes gestions antérieures? Est-ce que cela vous fait craindre quelque chose, qu'il ait des révélations en fait, des documents peut-être compromettants sur vos différentes gestions? Parce qu'il a quand même parlé du cas de LHC Lodalen Diallo dans son interview. Écoutez, moi j'ai été Premier ministre ici pendant près de 3 ans.
J'aimerais bien que quelqu'un sorte un dossier là-bas et me le montre. Avant, ils étaient accrochés au dossier Tombeau 4. On avait dépensé 42 millions pour donner de l'électricité partout, autour de Conakry et à Conakry 24 heures sur 24. Ouais. Allez, on a perdu, on va essayer de le rappeler, évidemment, Mohamed Diaby, le président Sidya Touré, qui s'exprime chez nous ce matin, chez les GG. D'autres points d'ailleurs, qu'on n'a pas évoqué, peut-être que nous allons avoir dans un instant. On a parlé du FMI aussi, mon cher Tamba. Oui, du FMI, mais bien avant d'ailleurs, dès l'entame de cette interview-là, le président Sidya Touré en parle comme d'un public reportage. Jeune Afrique toujours pointé du doigt comme ce média qui vend du service de communication. Alors, pour revenir rapidement à cette interview, ça commence avec la question de la gestion de l'épidémie du Covid-19. Le président de la République vante l'expérience sur Ebola et d'ailleurs présente son pays comme un État qui a suffisamment capitalisé sur cette expérience, mais aussi sur une projection du Fonds monétaire international sur, bien sûr, la croissance maintenue à un certain niveau de l'État guinéen. Voilà, on parle de la... Je dois vous dire qu'on a été coupé un petit peu, donc on m'a remis le téléphone en bas. Je sais pas, vous pouvez recommencer la question, s'il vous plaît? La question porte donc sur ce rapport du Fonds monétaire international qui estime donc que si la pandémie du coronavirus s'arrête avant la fin de 2020, la Guinée fera partie des 5 pays du continent qui résisteront le mieux en 2021 avec un taux de croissance de 5,6%. Cela donc, a donc rassuré le président Alpha Condé qui a cité les progrès qui ont été réalisés depuis qu'il est porté donc à la magistrature suprême du pays. Il dit que personne ne peut nier le fait que la Guinée a fait des progrès en 10 ans. Justement, avec des pourcentages et des chiffres. Vous donnez des secteurs dans lesquels vous avez avancé. Justement, parce que si on lit un petit peu, oui. Il a cité les mines. Les mines. Non, attendez, les mines, on va y arriver tout de suite, on va en parler. Moi, je parle des besoins de base des populations. Nous, on ne mange pas de vos frites. Je parle des routes, je parle des hôpitaux, je parle des... Non. Allez-y. Pardon? Allez-y. De l'eau, de l'électricité, voilà les besoins primaires des populations. Donner, j'avais vu là-bas, parce que j'ai lu le texte hier, oui, qu'il y avait 10 millions de tonnes, non, il y en avait 20 millions avant. On en a fait 40-50 millions. La résilience, dans ce cas-là, c'est simplement la capacité de l'économie d'un pays à résister au choc extérieur. Le choc extérieur, en ce qui concerne la Guinée, c'est que nous avons un secteur qui est la bauxite, qui aujourd'hui prédomine surtout. Et les investissements sont très forts dans ce secteur-là. Mais le résultat de ces investissements sur la modification des conditions de vie de nos populations sont nuls. Personne ne peut dire que depuis qu'Alpha est venu, on a passé de 20 millions de tonnes à 100 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Montrez-nous les hôpitaux, montrez-nous les routes, montrez-nous les chemins de fer, montrez-nous l'électricité. Il mentionne tout de même que... C'est un secteur de consommation d'investissement et qui garde un taux nominal que le fonds a cité, mais en ce qui concerne les populations guinéennes, pour nous, c'est la même chose. Il mentionne que toutes les sous-préfectures du pays sont dotées quand même de centres hospitaliers modernes. Camarade, toi aussi tu es en Guinée ici, prends ta voiture, va dans ta préfecture d'abord avant de parler de la sous-préfecture. Les grandes gueules. Oui. Dernière, je faisais passer la photo de l'hôpital de Sigiring. Va voir un peu ce que c'est. Mais quand il a pris le pouvoir, monsieur le président de l'UFA, il dit que c'est à la petite cuillère qu'il a ramassé l'économie du pays qui était complètement lambeau. Il a parlé de la capacité d'exportation. Mais ça, donnez-nous les chiffres, c'est quoi? Qu'est-ce qui était en lambeau ici? Nous avions des routes que Conté nous avait laissées. On avait un minimum de courant qu'on nous avait laissé. Tout ça, on l'a perdu. Le courant. En 2010, monsieur le président. Pas le courant, monsieur le président, pas le courant. Il parle du taux d'inflation qui était... Les grandes gueules. Il y a plus de courant maintenant qu'avant. Ah bon? Oui, non, mais quand même, mais non. Non, mais quand même. Nous vivons tous sur Guinée. On peut dire. Il y a plus de courant maintenant qu'avant. On peut dire. Roby, s'il te plaît. S'il te plaît, Roby. Pardon? Ça ne justifie pas 3 milliards de dollars. Je suis d'accord avec les chiffres. Je suis d'accord. Oui, les chiffres, je suis d'accord, mais quant à la quantité, on a plus de courant maintenant qu'avant, monsieur le président. Donnez-nous les chiffres, Roby. On voit les faits. On a écouté le président Sidya Touré, mon cher Roby. On l'a écouté, son droit de réponse au président de la République.
évidemment. Droit de réponse. Enfin, je veux dire, quand je dis son droit de réponse, c'est par rapport à l'interview. Tous les politiciens ont droit de répondre à une interview du président de la République. Vous n'allez pas quand même leur enlever ce rôle, un droit de réponse. Bien. Et selon eux, ça passera pas. Une candidature du président Alpha Condé pour un 3e mandat ne passera pas. Sur la question de la Constitution, je l'ai trouvé un peu trop évasif, parce que c'est vrai qu'en ce moment-là, ils sont pas d'accord pour la nouvelle constitution qui a été promulguée. Ils parlent de 3 copies, mais ne se positionnent pas par rapport à l'ancien de 2010. Donc la question de la constitution reste encore une question sur les lèvres, une question évasive. Est-ce que le FNDC se reconnaît toujours dans la constitution de 2010 en ne se reconnaissant pas dans l'actuel? Ou alors, quelle est leur position réelle? Il faut quand même se dire qu'il faut s'accrocher à un texte de loi dans notre pays. C'est une obligation. Et donc, moi, je le trouve toujours dans la position de réplique par rapport au président de la République. Il demande des comptes, c'est le discours habituel, il est très accroché aux chiffres, je le comprends, c'est un économiste, alors que de l'autre côté, on a en face un politicien. C'est 2 mondes différents. Monsieur le président de la République aime parler de bilan de manière globale, sans vraiment se baser sur le domaine technique et chiffré. Monsieur Sidya Touré est un économiste, et donc lui, il veut que le président de la République, pour qu'il demande un 3e mandat, nous sorte des chiffres de sa performance. Donc nous sommes dans une guerre de politique, et tous les langages sont permis. Bien.